est de retour en direct depuis le CESE. On a changé d'invité. Nous sommes désormais avec Giovanna Marsico. Vous êtes membre du COGOV et vous êtes directrice du Centre national soins palliatifs et fin de vie. Alors, ma première question va être simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous regardent? Alors, je suis effectivement Giovanna Marsico. J'ai pris la direction du Centre national soins palliatifs et fin de vie au mois de janvier 2022. Le centre est une structure publique sur financement public. C'est une structure qui est missionnée d'être centre de référence, centre de ressources et centre d'expertise sur la fin de vie, sur les enjeux de la fin de vie et centre d'accompagnement au débat public. Donc, je suis arrivée au centre, c'est assez récent, et auparavant, j'ai été déléguée au service public d'information à santé, au ministère de la Santé et des Solidarités, à l'époque Solidarité et Santé, aujourd'hui Santé et Prévention. J'ai lancé le site santé.fr. Hmm. Et puis encore avant, j'étais directrice d'une association de démocratie sanitaire, Cancer Contribution, une association qui était engagée pour l'accès à l'information et l'accès aux droits des citoyens dans le domaine de la santé et en particulier en cancérologie. Et puis avant, j'étais avocate à la Cour de Milan. Très bien. Et du coup, donc vous avez parlé du Centre national de soins palliatifs et de fin de vie. Et du coup, c'est un organisme qui est neutre sur la question de la fin de vie ou elle a un positionnement pour les soins, enfin, prioritairement sur les soins palliatifs ou sur la fin de vie? Alors, le centre, dans son ADN, a la neutralité, la fiabilité de l'information. Toutes les informations produites par le centre sont des informations qui se basent sur des données scientifiques, sur des données que nous recueillons, en particulier voilà, une partie de l'équipe, Thomas et François. Ils recueillent les données quantitatives sur la fin de vie et ils produisent une cartographie de toutes ces données, donc des données sur la couverture territoriale, des données sur les trajectoires de la fin de vie, des données sur les professionnels de la fin de vie, sur les besoins. Et toutes ces données, ils les recueillent dans un ouvrage qui s'appelle l'Atlas de la fin de vie. Atlas qui fait partie des documents auxquels on renvoie dans le cadre du corpus documentaire, mais qui est aussi synthétisé dans une fiche plus élémentaire, plus pédagogique, donc une fiche de synthèse qui donne justement ces données. Et la prochaine édition de l'Atlas va sortir au mois de janvier 2023. Et il sera distribué aux membres de la Bien sûr, convention. bien sûr, ça c'est évident. Et puis tous les documents du corpus sont sur le site de la Convention citoyenne et toute la production du centre est évidemment sur le site du centre parlonsfindevie.fr. Très bien. Et au sein du COGOV, quel est votre rôle et le rôle de votre association, de votre groupe d'ailleurs, de votre centre, pardon, excusez-moi. Quel est votre rôle du coup? Alors, le Centre national a été associé, justement, dans le cadre de ses missions d'accompagnement au débat public, a été associé à l'élaboration et à la structuration de cette convention citoyenne sur la fin de vie. Nous avons été associés dès le départ, hein, donc dès la fin septembre, et le COGOV est composé de membres du CESE, d'expertes, deux expertes chercheuses en démocratie participative, deux anciens citoyens de la Convention citoyenne climat et deux représentants du CCNE, donc Comité national consultatif d'éthique. Nous sommes les représentants de l'expertise sur la fin de vie. Nous avons vraiment cette expertise sur la fin de vie. Puis évidemment, il y a aussi une philosophe, hein, Cynthia Fleury, mais nous sommes vraiment les experts de ce domaine de la fin de vie, qui est un domaine, si vous voulez, comme périmètre relativement restreint, Mm. mais qui est extrêmement riche d'enjeux. Ce sont des enjeux d'organisation, des enjeux de société, des enjeux de ressources, des enjeux d'information. Donc, c'est vraiment des enjeux aussi de relations entre patients et professionnels, d'enjeux de relations entre les professionnels. Donc, c'est vraiment un terrain d'analyse et d'identification des paramètres principaux d'une démocratie, d'une société démocratique,
qui aujourd'hui sont manifestés à travers la Convention citoyenne et puis aussi à travers les autres dispositifs du débat national sur la fin de vie qui sont portés par le gouvernement et notamment tout le travail avec les parties prenantes, avec les professionnels de santé qui est porté par les deux ministres, Agnès Firmin-Lebaudot et Olivier Véran. Et on nous... Pardon, je reprends mes notes. Et justement, quelle a été votre participation à l'élaboration de la convention fin de vie? Avant la première session, qu'est-ce que vous avez fait justement pour contribuer à l'élaboration de la convention fin de vie? Alors, en tant que centre, nous avons beaucoup milité pour la mise en exergue de la question de la fin de vie, des questions de la fin de vie, auprès des citoyens, auprès de la société. La fin de vie est un sujet dont on n'a pas envie de parler, généralement. Ce n'est pas un sujet qu'on traite à table ou au réveillon de Noël, sauf si on en est touché personnellement ou à travers un proche, ou qu'il y a un fait divers, par exemple, qui se produit, et donc là, on touche. Mais en général, dans les faits divers, il s'agit de morts tragiques. La mort en soi, donc l'accompagnement de la fin de vie, le respect des droits des personnes, la connaissance des droits que les citoyens ont, est extrêmement limitée. Et donc, nous avons œuvré avec évidemment les autres institutions et puis surtout voilà, le président de la République qui a voulu se saisir de la question suite à l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique, mais nous avons voilà, œuvré pour que effectivement cette question soit portée au débat citoyen et on a beaucoup œuvré pour que cette question soit portée à travers de la matière, à travers des contenus, à travers des éléments d'information neutres, qualitatifs, fiables et accessibles. C'est vraiment notre ADN et nous croyons fortement au principe de la maïotique, au principe de la capacité de chaque personne de pouvoir exprimer un avis éclairé à condition de lui mettre à disposition des éléments clairs et intelligents. Vous parliez des faits divers. On sait que le dernier grand fait divers sur la fin de vie, c'était l'affaire Vincent Lambert. Il y a eu Vincent Ambert, j'ai plus la prononciation, où sa mère avait tué son fils le jour où une lettre à Jacques Chirac avait été publiée, Monsieur le Président, aidez-moi à mourir. On sait que c'est un sujet qui est très prenant. J'ai regardé dans la préparation là, des différentes émissions. Déjà en 87, il y avait des sondages favorables à l'euthanasie à la fin de vie en France. Comment vous expliquez que ça a pris autant de temps pour qu'on arrive à vraiment des avancées concrètes sur le sujet? Alors, avancées, il y en a déjà eu. Il faut effectivement déjà, si vous voulez, d'un point de vue chronologique, en 99, il y a eu une loi qui a garanti l'accès aux soins palliatifs, donc les soins d'accompagnement de la fin de vie, à tous les citoyens. En 2005, on a eu la loi Leonetti, qui a été la loi qui a structuré les droits des personnes, en sachant par ailleurs que 3 ans auparavant, on avait eu la loi Kouchner. La loi Kouchner, la loi de 4 mars 2002, est une loi qui a attribué à chaque situation atteinte d'une pathologie et à chaque usager du système de santé le droit à l'information, le droit d'accéder à son propre dossier, le droit en tant que structure collective de participer, d'alimenter la démocratie sanitaire. Donc, il y a déjà eu des éléments qui ont renforcé les droits des personnes. Jusqu'à 2016, quand il y a eu la publication de la loi Claes-Leonetti, donc Jean Leonetti qui avait déjà été le rédacteur de la loi 2005, il a été à nouveau sollicité et donc il a contribué à la rédaction de cette loi Claes-Leonetti qui, elle, fait encore un pas en avant, c'est-à-dire elle rend contraignantes les directives anticipées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je rédige un papier, soit à travers un formulaire officiel, soit une feuille blanche, et dans ce papier, je dis, je ne souhaite pas être réanimé si je me trouve dans cette situation. Je ne souhaite pas
avoir des soins qui me rendent, qui me mettent en situation d'handicap lourde. Je ne souhaite pas ceci, je ne souhaite pas cela. Et ces directives anticipées, avec la loi Leonetti de 2005, étaient un indicateur pour l'équipe, pour pouvoir sentir la température des volontés de la personne. Avec la loi Claes-Leonetti, ces directives anticipées sont devenues contraignantes, c'est-à-dire que les professionnels de santé, sauf deux exceptions, mais sont obligés de suivre, de respecter la volonté. Les deux exceptions sont en situation d'urgence ou quand les directives anticipées sont vraiment pas adaptées au cas, à la situation présente. Donc, vous voyez, il y a eu des évolutions. Il y a eu l'entrée en vigueur de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est la possibilité pour la personne malade de pouvoir demander, dans une situation de souffrance réfractaire et dans un cas de pathologie avec un pronostic à court terme lourd, un pronostic vital, de pouvoir être endormi et jusqu'à son décès. Donc, il y a eu une évolution. Aujourd'hui, cette convention citoyenne, à mon sens, elle est là pour effectivement permettre aux citoyens de comprendre quels sont les éléments structurants aujourd'hui la fin de vie, d'être nourris par les différents rapports, enquêtes, flash qui sont en cours aussi, qui évaluent la mise en œuvre de ces lois, et puis éventuellement de demander, s'ils le souhaitent, d'aller plus loin. Mais tout ça, ça prend du temps parce que les décisions autour de la fin de vie sont des décisions qui sont fortement influencées par la culture d'une société. Donc, il y a d'autres pays dans lesquels, par exemple, l'introduction de l'aide active à mourir remonte à il y a 20 ans. D'autres pays qui ne souhaitent pas aller dans ce sens-là, aller vers l'évolution. Et pour moi, c'est très, très important de préciser que dans tous ces débats, bien sûr, il y a le sujet de l'aide active à mourir, mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi plein de situations qui ne seraient pas résolues avec simplement l'évolution vers l'aide active à mourir et qui nécessitent aussi d'être prises en compte. Donc, c'est un cadre complexe, c'est un cadre très, très large. Et tout l'intérêt du corpus documentaire, aussi des auditions qui sont faites, c'est de permettre aux citoyens d'appréhender tous ces éléments qui leur donneront une vision très large. Et puis, voilà, ils toucheront les sujets qu'ils pensent être prioritaires. Et la loi Claes-Leonetti peut empêcher, par exemple, des situations comme le cas de Vincent Lambert, où les directives n'étaient pas très claires et que du coup, la femme disait « mais moi, il m'a dit que si je devenais comme ça, je voulais que ça s'arrête ». Et les parents disaient l'inverse. Justement, la loi Claes-Leonetti permet d'empêcher ces conflits-là. Alors oui, les directives anticipées, en fait, n'avaient pas été rédigées à ce moment-là. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que si les directives anticipées ne sont pas rédigées, qu'il n'y a pas eu la nomination d'une personne de confiance, l'équipe prend l'avis de la famille. Mais là, dans ce cas-là, la vie de la famille était extrêmement conflictuelle. Or, vous me permettez justement de toucher un sujet qui est important. En France, les directives anticipées ne sont rédigées que par le 19% de la population. Nous, au côté centre, nous venons de faire un sondage. Nous l'avons fait au mois de fin septembre. Une semaine, nous avons interrogé 1000 citoyens de toute extraction sociale, âge, territoire, etc. Et on a bien vu que malheureusement, la connaissance des différents droits est une connaissance très modeste. Je précise. Plus de la majorité des citoyens, par exemple, sait qu'il y a des lois qui permettent d'organiser la fin de vie. Mais en fait, et sont persuadés de les connaître. Mais en fait, quand on creuse et on leur pose des questions plus précises sur, par exemple, est-ce que la personne de confiance est la personne qui vous représente dès lors que vous n'êtes plus en condition de donner votre avis, ou c'est la personne à appeler en cas d'urgence.
Eh bien, ceux qui connaissent bien sont moins de la majorité, sont une minorité. Sur les directives anticipées, voilà, la rédaction, c'est, comme je disais, 19%. Et les notions de sédation profonde et continue, de refus de soins, par exemple, ils savent, les citoyens, plus de la majorité connaissent cette notion de refus de soins, mais ils ne savent pas forcément que l'équipe de soins peut aussi se saisir de cette notion. Il n'y a pas que le patient ou les proches qui peuvent demander un refus de soins pour éviter une obstination déraisonnable, mais aussi les professionnels peuvent le faire. Donc, il y a encore tout un travail à mener. Donc, le centre en est justement le promoteur de ce travail, mais aussi au niveau de la Convention citoyenne, il faut vraiment que les citoyens puissent se rendre familiers ces concepts, ces notions, et puissent comprendre donc quelles sont justement ces situations limites qui se sont vérifiées dans le cas, par exemple, de Vincent Lambert. C'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant parce que moi, je prends un exemple personnel. Moi, quand je parle avec mes parents de ces sujets-là, moi, je leur dis si je me retrouve par exemple dans le même état que Vincent Lambert, je veux qu'on me débranche par exemple. Mais c'est vrai que c'est dit à l'oral, et j'ai pas pensé à le transposer à l'écrit. Mais, non, mais Vous allez on le voit, faire. oui, évidemment, mais on voit que c'est un vrai sujet en fait. C'est que ces C'est un sujets-là, sujet. avec justement Vincent Lambert ou d'autres affaires comme ça, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup à table ou des trucs comme ça, mais on pense pas à transposer. C'était comme avec à l'époque le don d'organes, qui est maintenant, justement, on a inversé la loi pour le don d'organes. Avant, il fallait dire qu'on était donneur et maintenant on est considéré comme donneur. Exactement. Euh, Et si vous voulez, on peut aller plus loin. Moi, je sais que, par exemple, quand on a des proches, quand on est parent, vous êtes encore très très jeune, mais quand on est parent et on a des enfants, imposer des mesures de décision à ses enfants, mm, c'est très lourd, c'est extrêmement lourd. Tandis que s'il y a un moyen, un outil pour éclairer cette compréhension des professionnels sans devoir charger les proches qui sont dans une situation émotionnelle forte, parce que voilà, c'est difficile d'accompagner une personne en fin de vie. Et donc, les préserver de ces choix est aussi une dimension, si vous voulez, solidaire d'attention vis-à-vis de ses propres proches. Et on nous demande dans le chat, que répondez-vous aux accusations sur Twitter de non-neutralité des documents donnés aux citoyens? Ah bah oui, ça a été la petite bulle qui s'est créée cette semaine. C'est Pardon. normal, je peux entendre que tout le monde ait envie de faire partie des ressources proposées aux citoyens. Donc tout d'abord, le socle documentaire que nous avons mis à disposition des citoyens est un document agile. C'est un document qui doit être agile. Il ne faut pas que ce soit une encyclopédie dès la fin de vie, parce qu'autrement, il ne serait pas actionnable. Donc, on a fait une sélection. Dans cette sélection, il y a plein de documents dans la bibliographie. Là, on parle vraiment de la bibliographie qu'on a proposée. Et dans cette bibliographie, le principe a été d'ouvrir la possibilité de comprendre mieux les différents sujets, par exemple voilà, les soins palliatifs, comment les soins palliatifs se sont organisés en France, quelles sont les expériences. On a mis plein de témoignages sur les personnes qui ont accompagné, qui accompagnent un soin palliatif. Et puis certains ouvrages également sur les autres pays qui ont fait une évolution législative vers l'aide active à mourir. Mais le principe a été de ne pas inscrire des documents qui vont contre. Nous n'avons pas souhaité inscrire des documents qui sont opposés à quelque chose. Ça, les citoyens pourront aller voir partout. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, s'ils veulent aller sur le contre, pas de problème. Mais nous ne sommes pas justement là pour affirmer des positions clivantes. Donc, nous mettons à disposition les éléments et puis eux, ils prendront ce qu'ils souhaitent. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y en a parmi les textes que vous avez choisis, des textes qui sont de par conséquent? Il y a des textes qui sont
pour le renforcement des soins palliatifs, il y a des textes qui sont pour aller plus loin, mais il n'y a aucun document, par exemple, qui se positionne contre les soins palliatifs. Donc, Qui sont pour, en gros, pour résumer, pour les personnes qui les écoutent, non pour ceux qui sont dans une seule voie, mais le pour, vu qu'il y a plusieurs pour possibles, du coup, plusieurs points de vue, c'est mis dedans. tout à fait, exactement. Et il nous semble important d'être dans cette dimension d'ouverture. D'ailleurs, nous avons inscrit dans le corpus documentaire un document qui a été rédigé par un médecin réanimateur, président du comité éthique de l'Institut Gustave Roussy, et retravaillé par François Stas, autre membre du comité de la gouvernance, et moi-même, avec les 25 arguments les plus diffusés contre l'évolution législative et les 25 arguments pour l'évolution législative. Mais encore une fois, il m'en semblerait très réducteur et très frustrant pour cette convention citoyenne si on réduisait le sujet purement à la question de l'aide active à mourir. Franchement, on a une belle occasion désormais de pouvoir parler de tous les enjeux de la fin de vie. Saisissons-la. Allons plus loin. Et justement, pour parler aussi cette commission fin de vie, mais de cette convention fin de vie, quel est le programme du coup de cette semaine, enfin de ce week-end? Est-ce que vous pouvez nous parler Alors, ce du programme week-end, du nous avons, il y a des temps de travail entre citoyens. Et puis, il y a deux focus qui me paraissent particulièrement importants. C'est demain matin à 9h30, il y a des rencontres entre les citoyens et les professionnels de santé qui travaillent dans les différents domaines qui sont impactés par la fin de vie, évidemment prioritairement les soins palliatifs, mais aussi certains services comme la réanimation, certains services d'oncologie, de neurologie, et puis pas que les médecins, mais aussi d'autres professions, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues, etc. Et ça a été demandé par les conventionnels, et c'est très très important qu'ils puissent avoir des retours terrain pour les guider dans l'appréhension de ce que c'est la fin de vie aujourd'hui sur le terrain, dans les hôpitaux, au domicile, dans les unités spécifiques dédiées aux soins palliatifs, etc. Donc, Et ce sera que des Français ou il y aura par exemple des témoignages de personnes qui travaillent en Belgique? Non, Non, ce non. sera que Là, des Français c'est vraiment le terrain en France. en France. Comment ça se passe, le soin, la prise en soin de la fin de vie en France. Ok. Et puis samedi, si je ne me trompe pas, nous avons une table ronde avec les cultes. Il me semble que c'est cet après-midi. Ah, c'est cet Il me après-midi, semble. vous voyez. En tous les cas, c'est un moment central. Je suis là, donc je vais aller assister. Mais c'est Oui, sûr, si vous avez arrivez raison. demain, ça va être un peu C'était compliqué. une question, c'était une question d'horaire et effectivement a été bien réglée. Donc c'est cet après-midi et c'est une table ronde sur les différentes perceptions de la fin de vie par les représentants des cultes les plus majoritaires. Donc on aura les bouddhistes, les musulmans, enfin l'islam, on aura les protestants, on aura les juifs et on aura du coup les catholiques. Tout à fait, tout à fait. Et Et c'est les orthodoxes. Ah, c'était pas dans le programme, c'est pour ça. Et les Ah non, orthodoxes, du ils coup. ont répondu. Et vous voyez, là aussi, on aurait pu dire, on invite tous les cultes, les Valdois. On aurait pu demander, mais bon, on doit forcément opérer un choix de sélection. On prend les majoritaires. Et puis, sans doute, ça va être aussi probablement un moment de questionnement où les citoyens sortiront de cette table ronde avec une envie d'aller plus loin, d'aller chercher, d'aller se renseigner. Et l'intérêt de cette convention citoyenne, c'est aussi que le COGOUV a décidé dès le départ que c'est la convention des citoyens. Donc les citoyens vont nous demander de faire une audition d'une religion, on va mettre les moyens pour qu'ils puissent être entendus. Ils souhaitent aller plus loin avec les professionnels. Hop, on fera selon leur avis et leurs besoins. Tout l'intérêt est vraiment d'être le plus
nous, les plus clairs et les plus exhaustifs possibles dans la réponse, et puis aussi dans la capacité de les accompagner vers justement cette nécessité d'éclaircir, de compléter, Mm. d'analyser, etc. Ce sont des sujets qui sont touchés par l'intime. Ce sont des sujets qui sont touchés fortement Mm. par l'expérience personnelle, par les lectures, par la culture, par la religion, par les croyances, voilà, vraiment par la représentation de soi-même avec le monde. Donc, c'est normal que ça puisse susciter Mm. des débats et bien au contraire. Mais le but final, c'est de prendre la température de notre société et cette température, la mettre au service du président de la République et puis du Parlement, qui vont débattre à leur tour, les parlementaires, pour pouvoir définir s'ils souhaitent aller plus loin ou pas. On avait Anton qui était présent tout à l'heure et on posait la question justement sur la présence des cultes cet après-midi. Il nous disait, moi en tant qu'athée, bon, ça va pas changer grand-chose, mais il a dit, j'espère qu'ils viendront avec un esprit d'ouverture pour discuter aussi avec des gens qui sont pas évidemment sur la ligne religieuse, Oui. la leur. Est-ce que vous espérez ça aussi qu'il y aura de l'ouverture? Enfin, est-ce que vous craignez que les religieux qui vont venir vont être uniquement sur leur posture et où vous espérez qu'il y aura aussi du dialogue Je pense que, en général, les représentants des cultes sont des personnes extrêmement brillantes, hmm. extrêmement cultivées. Donc, forcément, ils viendront avec une attitude de compréhension. Après, je trouve aussi que ça soit pertinent et sincère qu'ils portent la position du culte qu'ils Hmm. représentent. C'est normal et c'est aussi ce qui s'attendent les personnes qui partagent ces cultes. Donc, je trouve que voilà, je ne m'entendrai jamais que le représentant de la religion catholique vienne en disant nous, on souhaite aller vers l'aide active à mourir. Oui, Je pense que ça c'est sera peu probable. assez improbable, mais c'est aussi sincère. Hmm. Et il faut respecter les points de vue et voilà, la culture de chacun. Hmm. Donc, le but vraiment, c'est de comprendre dans cette société, aujourd'hui, fin 2022, qu'est-ce que cette société, cette petite France, dit voilà, de la volonté de traiter la fin de vie. Mm. Oui, on voit que de toute façon, sur tous ces sujets sociaux et sociétaux, on voit que les religions ont aussi on l'a vu au moment du mariage pour tous, que effectivement, ceux qui sont principalement été dans la rue, c'était les mouvances catholiques, Civitas, etc. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des débordements, pas forcément au sein même de la convention, mais sur ces sujets-là, des manifestations, si par exemple la convention dit allez, nous, on propose qu'on aille plus loin, etc. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des manifestations politiques Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit un sujet qui puisse générer voilà, des émeutes. Ça, non, je ne crois pas. Bien sûr, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir un sentiment de peur, de forte crainte, parce que ce sont des sujets Mm. effectivement forts, hein. Notamment si on revient à la question de l'aide active à mourir, ouvrir à une société la possibilité d'accompagner vers la mort n'est pas anodin. Effectivement, Mm. ce n'est pas anodin. Mais il y a toujours cette balance bénéfice-risque et puis justice sociale. Et la, le risque, c'est surtout de ne pas écouter tous ceux qui sont par la suite censés mettre en œuvre cette éventuelle décision qui, par ailleurs, serait une décision du Parlement, encore une fois. Et là, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très, très important d'avoir un retour des professionnels, de les faire discuter avec les citoyens, de travailler avec les professionnels directement, ce qui est fait voilà, par ailleurs par le gouvernement, parce que ensuite,
s'il y a des évolutions, par exemple dans les pays où ça a été légiféré dans ce sens-là, ben, ce sont les professionnels hein, qui accompagnent les patients dans ces trajectoires. Donc, il faut que les professionnels soient convaincus de ces choix-là. On arrive rapidement vers la fin de l'émission parce qu'on doit rendre la salle vers 14h, 14h05. S'il y avait des questions pour notre invité, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, je les relayerai pour vous. Juste un petit pointage, on était à 185 participants la semaine précédente. Est-ce qu'on est toujours à 185 ou est-ce qu'il y a des participants qui ont décidé de ne pas poursuivre? Est-ce que vous avez des chiffres réactualisés? Alors, donc moi, je ne sais pas parce que je suis arrivée tout à l'heure et je n'ai pas encore eu les données, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'abandon. Donc, là, je regarde. On se retourne vers la regarde communication, les voir s'ils ont les services. infos derrière. Du week-end, en fait, les citoyens se présentent. Donc, pour l'instant, tous ceux qui étaient venus la semaine dernière ont répondu oui pour venir ce week-end. Après, on verra quand les ateliers commenceront si en effet ils sont tous bien présents. Mais pour l'instant, oui, on est toujours à 185. Eh ben, Voilà, pour c'est un l'instant, succès. c'est un succès pour le moment. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de la troisième session qui sera en janvier? Là, il y aura la coupure des vacances et il faut rappeler le modèle un petit peu particulier vu que cette convention sera sur un modèle de 2, 4, 3, donc 2 sessions, 4 sessions, 3 sessions. Les deux premières, c'est celles qui ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine d'appropriation de la séance et que les prochaines en janvier et février ne seront pas toutes les semaines mais toutes les 2 semaines. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette troisième phase? Putain, j'ai l'impression d'être dans Marvel. Cette troisième phase qui va arriver. Bah, écoutez, c'est une phase, évidemment, on passe à la phase du débat, mais c'est une phase, je ne veux pas être frustrante, hein, mais c'est une phase qui se construit petit à petit. Et justement, elle va se construire en fonction des retours des citoyens. On a eu déjà pas mal de retours suite au week-end précédent sur des demandes, la volonté de rencontrer des personnes, d'auditionner, par exemple, auditionner certains intervenants, par exemple M. Claes, le président du CCNE, M. Delfresti. Donc, on sent bien que les citoyens, ils veulent aller plus loin dans l'appropriation des enjeux. Et ce week-end, sans doute, ça sera aussi un week-end d'analyse, d'identification des pistes qu'ils voudront suivre. Et puis, encore une fois, nous, Cogouv, on est là vraiment au service des citoyens pour pouvoir les accompagner pour aller plus loin. Mais ça se construit au fur et à mesure. Moi, j'ai une question, mais c'est juste le fan en moi qui pose la question. Est-ce que Lynn Renaud va intervenir pendant la convention? Est-ce que vous le savez? C'est le fan en moi qui pose la Alors, je question. ne suis pas sûre que Madame Renaud ait demandé d'intervenir. Si les citoyens demandent une intervention de Lynn Renaud, sans doute, on proposera de l'auditionner. Encore une fois, la baguette magique est chez les citoyens. Elle n'est pas Je suis chez nous. citoyen et je le réclame. Mais vous n'avez pas été tiré au sort. Non. Et justement, là, on arrive, il nous reste 3 minutes avant qu'on conclue, donc on va y arriver sagement, mais sûrement. Quel retour des conventionnés vous avez déjà eu avec ceux avec qui vous avez échangé? Les retours sont très positifs, hein, sont vraiment très, très positifs. Ils se sont sentis bien accueillis, ils se sont sentis écoutés pour le moment. Ils ont exprimé leur satisfaction sur les différents moments d'échange. Je pense que, mais ça c'est vraiment mon côté maternel, je pense qu'ils ont été quand même un peu chargés en termes de notions, de densité de la formation. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est l'enjeu. Nous, de notre côté, par exemple, on a redit systématiquement que il y aura 9 week-ends. Donc, il y aura aussi le temps de rentrer et de faire décanter toute cette matière. Mais c'est clair que le premier week-end a été extrêmement dense, extrêmement dynamique. Et moi, voilà, le grand souhait, c'est qu'ils puissent rester et qu'ils puissent poursuivre ce chemin jusqu'à la fin. Parce que moi aussi, je regrette, bon, j'aurais pas pu, mais c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire, celle d'être tiré au sort
pour une dimension si, si profondément sociale, si profondément culturelle. Donc, voilà, c'est vraiment, je pense, d'un côté, pour les citoyens, un investissement énorme, parce que ça veut dire pour 9 week-ends, ne pas être à la maison, ne pas être un temps de repos, ne pas aller au cinéma, ne pas voir les amis, la famille, etc. Se déplacer de leur lieu de vie, parce qu'ils viennent vraiment de toute la France. Donc, c'est un sacrifice très, très important et en même temps, c'est grisant parce qu'ils vont faire partie de l'histoire. Et voilà, et c'est magnifique. Et justement, est-ce que vous espérez que pendant les repas des fêtes, ce débat sur la fin de vie soit échangé et qu'on en discute? C'est ce que vous espérez? Ah bah absolument, absolument. C'est une occasion importante, hein, celle de remettre ces sujets au cœur de l'intimité de la famille. Et parfois, je pense que c'est pas que simplement le débat, ça va être aussi l'occasion pour pouvoir, par exemple, parler des directives anticipées, parler de la personne confiance. Moi-même, je vois bien qu'avec mes parents qui sont très bien, qui sont très en forme, mais c'est pas évident de parler de ces sujets. Et donc, si cette convention a, entre autres, le mérite de reposer la question des droits, de la connaissance de droits, des sujets qui sont un peu fâcheux, qui sont un peu, qui font peur, de les mettre au centre de la vie des familles, des discussions entre proches, entre amis aussi, ça sera une grande réussite. Il est 14 heures, donc la dernière question que je pose à tous nos invités. Si vous aviez un mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent sur cette caméra-là, concernant cette convention, lequel ce serait? Pas un mot évidemment, mais... Alors moi, je vous invite vraiment, sincèrement, à poursuivre l'écoute de tous ces échanges, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont porteurs d'humanité. Et puis de ne pas hésiter à mobiliser aussi les outils que vous trouvez sur le site de la Convention citoyenne, sur notre site Parlons fin de vie, de les télécharger, de les regarder, d'en discuter avec vos proches, avec vos collègues au travail. Faisons vraiment ensemble tous, de manière que la fin de vie quitte sa place à l'ombre et devienne un vrai sujet de société. Eh bien, parfait, très belle conclusion, merci beaucoup. Rappelons le programme, puisqu'on a quelqu'un qui vient d'arriver dans le chat et qui nous fait... Ah, dernière question, je suis arrivé un peu en retard parce qu'il voulait connaître le programme. Donc aujourd'hui à 14 h, maintenant du coup, l'accueil des concitoyens et citoyennes. 14h30, table ronde, rencontre avec les représentants des cultes. Donc il y aura le président de l'Union bouddhiste de France, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le grand rabbin de France, le président de la Fédération protestante de France, l'archevêque de Paris, du coup le représentant aussi de l'orthodoxie, travaille en groupe sur les notions de fin de vie, et après il y aura demain des rencontres et échanges avec les acteurs de terrain. Aussi, vraie petite dernière question, dimanche, est-ce qu'ils seront libérés pour la finale de la Coupe du Monde ou pas? Pas le COGOUV, parce que nous, on fait toujours notre débrief après, mais les citoyens, ils sont libérés. Et vous aurez quand même un œil sur le match ou pas? Bien sûr, je suis devenue française. Eh ben merci, très belle conclusion, et allez les Bleus. Merci à vous. Merci à vous.